Bonjour, vous écoutez le podcast Il était 4 fois l'entrée des coulisses, un podcast produit par l'association La Danse des mots. Si vous avez toujours voulu savoir ce qui se passe en coulisses avant l'arrivée des artistes sur scène, vous êtes au bon endroit. À travers notre petite association de théâtre, nous allons vous révéler quelques secrets et donner la parole à des artistes de tout horizon en version interview. Un nouvel épisode est diffusé tous les 15 jours, le dimanche à 10h. Je suis Isabelle S. et je serai votre guide dans les coulisses. Alors Isabelle, merci pour cette réponse. Je voulais dire, tu vois, tu as répondu à la question. Mais comment préparez-vous vos interviews, Isabelle? Eh bien voilà, je vais tout vous dire. Voilà. C'est exactement là, on vient d'inverser les rôles, c'est marrant. Oui, du coup. Oui. Vous venez d'entendre Guy Chouraki, mon collègue de la danse des mots. Aujourd'hui, c'est avec lui que je partage le micro pour vous proposer un épisode un peu différent des autres. Nous allons ouvrir plusieurs portes de coulisses sur un même thème, les cours de théâtre. Vu côté élève, vu côté professeur et vu côté élève devenue comédienne professionnelle. Allez-y, en coulisses. Guy Chouraki est l'un des fondateurs de l'association La Danse des mots avec Magali Godin et moi-même. Je vous invite à écouter comment il est tombé amoureux du théâtre. Il nous raconte. Eh bien, pour situer un petit peu à quand remonte mon intérêt pour le théâtre, eh bien, il faut se remonter un petit peu en 1974. En 1974, j'entamais ma dernière année dans un collège technique à Paris. Et à ce moment-là, la priorité était bien évidemment de donner à la préparation de l'examen final. Et pour pouvoir réussir cet examen final, eh bien, certes, il y avait de la technique, beaucoup de domaines techniques, mais il y avait également le français et les lettres d'une manière générale. Et l'importance des lettres et du français a été vraiment portée par mon excellente professeure de français, dont tous les élèves étaient amoureux d'ailleurs. C'était une classe uniquement de garçons. Bref, celle-ci avait très vite décidé de nous faire travailler l'expression orale, en nous demandant de préparer des exposés sur des thèmes au choix à chacun d'entre nous. Alors j'ai ainsi eu pour ma part l'occasion de m'exprimer en public, si je puis dire en public, devant la classe, et là c'était une découverte parce que j'ai découvert d'abord ce qu'était le partage, en quoi consiste le partage d'une idée, d'une passion, et devant un auditoire composé d'élèves comme moi, j'avais un petit peu d'appréhension. En tout cas, mon premier exposé que j'avais choisi, c'était avec pour thème la vie de Charlie Chaplin, et le second, la vie et l'œuvre de Jules Verne. Alors évidemment, il m'a fallu donc préparer ces deux exposés avec pas mal de temps et surtout de rigueur d'ailleurs, une rigueur dont je me doutais pas, enfin je travaillais presque naturellement là-dessus parce que j'avais la passion en fait, hein. Et je me doutais pas finalement que quelque part je mettais en scène mes prestations. Mais la notion de mise en scène, c'est pas quelque chose qui à l'époque me tracassait à ce niveau-là. Je pensais plutôt à la manière dont j'allais présenter ces deux exposés. Alors le jour des présentations est arrivé et j'ai ressenti pour la première fois ce que je n'osais pas à l'époque qualifier de trac. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais disons que, pour faire simple, j'avais la trouille au ventre. Voilà. Bon, j'avais aussi, dans l'espoir d'épater la prof, faut le dire. Enfin, ça c'est autre chose. Et j'ai commencé mon exposé, et puis le deuxième est venu plus tard. Et finalement, tout a fonctionné à merveille. Enfin, quand je dis à merveille, disons que je m'en souviens encore, j'avais vraiment la trouille, ça c'est sûr. Mais il y avait aussi au fond de moi une sorte
d'excitation à faire passer ce message. Alors peut-être cette excitation qu'on retrouvera des années et des années plus tard au théâtre, sur scène. En tout cas, elle était déjà présente ici. Et c'est pour ça que je pense que le lien ou les rapports avec le théâtre se sont faits jour à cette époque-là. Bon, parallèlement à ça, c'est un petit peu comme tout le monde. J'allais avec mes parents au théâtre. En tout cas, j'allais à la Comédie Française, surtout quand il y avait des pièces de Molière. Et c'était la mode également aussi de regarder à la télé, au théâtre ce soir, avec les fameux décors de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Mais donc rien de plus à cette époque, jusqu'à ces fameux exposés du collège. Les choses en sont restées là jusqu'aux environs de 1979. Mais entre-temps, je lisais beaucoup, parce que je suis plus littéraire que scientifique, mais j'aime bien mélanger les deux tout de même. Et j'étais bercé en particulier par la poésie de Victor Hugo. Alors d'ailleurs, à ce propos, je me souviens d'une histoire qui remonte à un petit peu plus loin dans le temps. J'avais 13-14 ans, je crois. Il existait sur les Champs-Élysées une sorte de cabine d'enregistrement dans une galerie qui jouxtait les Champs-Élysées. Et on pouvait donc s'enregistrer, et à la sortie, on récupérait un tout petit disque vinyle 45 tours avec sa voix dessus. Alors, un jour, mon père a décidé de m'emmener là-bas. C'était un dimanche, je me souviens plus, peu importe. Et on y est allé, j'ai enregistré, et je m'en souviens encore, puisque j'ai le disque, que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, un poème de Victor Hugo, Aux soldats de l'an 2. Un poème extrait de son recueil Les Châtiments. Et en fait, quand on le verra plus tard, Hugo venait entrer un petit peu dans ma vie, quoi. Voilà, la passion pour Hugo en particulier, grâce aussi à l'époque à un de mes oncles qui était un grand spécialiste du poète. Alors, est-ce que je pouvais imaginer il y a 40 ans de ça ou plus qu'un jour je me frotterais en public, un vrai public, à ces plus grands poèmes? Ça fait partie de l'évolution et du destin. Ces grands poèmes de Victor Hugo que j'ai aimé déclamer, et en particulier la fin de Satan. Quoi qu'il en soit, je pense que cette étincelle a rejailli en 1979, parce que je me suis demandé à l'époque si l'expression orale, en fait, ne passait pas aussi par de la technique, par un travail avec un travail collectif, on va dire, et j'avais pas loin de chez moi un lieu où je pouvais trouver un atelier théâtre, et j'ai décidé de m'inscrire. Voilà un peu comment tout a débuté. Alors Guy, nous venons d'écouter le récit de ton étincelle, ta découverte du théâtre et la passion qui en découle. Aujourd'hui, tu diriges l'atelier de théâtre adulte débutant de la Danse des mots. Est-ce qu'un jour, tu pensais te retrouver à cette place? Est-ce qu'un jour, tu pensais devenir en quelque sorte, comme Fabrice, un professeur de théâtre? Ah oui, je ne pensais pas le faire directement, parce qu'à l'origine, j'étais dans mon métier, j'étais formateur, j'ai travaillé dans la pédagogie, dans la relation, dans la communication, et on y faisait intervenir les outils du théâtre, comme je dis souvent. Et bon, peut-être que l'idée m'avait traversé l'esprit, mais je n'y pensais pas véritablement jusqu'à ce qu'un jour, j'ai franchi le pas, c'est-à-dire conduire un atelier théâtre peut avoir un peu des analogies et des relations avec ce que je faisais dans mon métier, et dans la relation, mais cette fois-ci beaucoup plus axée sur le théâtre, hein, sur la mise en scène, sur l'art oratoire, comme on dit souvent. Voilà. Et j'ai franchi le pas, et depuis maintenant quelques années, oui, c'est vrai. Et du coup, comment est née cette envie de donner des cours de théâtre? Eh bien, elle procède, je dirais qu'elle procède de cette envie permanente de communiquer, et je dirais surtout de communiquer
une passion. Communiquer surtout je dirais le besoin de transmettre des émotions à travers des textes. Voilà, ça c'est important. Alors on se dit, moi-même je le pratique depuis des années. Oui. Les gens que j'ai eu en face de moi quand je travaillais avaient envie eux aussi de pratiquer dans leur métier de futurs formateurs et formatrices. Alors pourquoi pas dans un atelier théâtre ? Parce que là, on ouvre le champ des possibles au niveau des textes, qui est absolument immense, et voilà la possibilité de faire découvrir à ces gens-là, à ces futurs apprentis comédiens, comédiennes, on va dire, leur donner la possibilité de découvrir ce qu'ils ont en eux comme étincelle. On aime bien le mot étincelle chez nous. Ouais. Et ils ont peut-être en eux l'étincelle qui pourrait leur faire découvrir ce qu'ils ont comme émotion et qu'ils ont envie peut-être de partager avec autrui. Voilà. Du coup, ça fait donc quelques années que tu mènes déjà ces ateliers. Comment tu les prépares ? Tu dois certainement y réfléchir avant, tu ne viens pas les mains dans les poches. Comment tu les prépares, ces ateliers ? Alors, on les prépare, je dirais, de deux façons. Il y a une façon je les prépare d'une façon assez rigide. Ça, c'est la première façon. Rigide, ça veut dire qu'il faut de toute façon un objectif pour chaque atelier. Chaque dimanche, lorsqu'on arrive à l'atelier, on se déride un peu, on oublie les soucis de la semaine, parce qu'il faut penser que l'atelier théâtre, c'est aussi pour des gens qui travaillent, et le dimanche, ils n'ont pas envie de trop se prendre la tête. C'est vrai. Voilà. Seulement, ils doivent aussi se plier à certaines, entre guillemets, règles, qui sont celles que je viens d'énoncer. Donc, un travail d'échauffement, un travail de préparation physique, vocale. Ensuite, les premiers exercices propres, je dirais, à l'oratoire, c'est-à-dire on va travailler l'articulation, la diction, la respiration, tout ça de manière ludique. Ensuite, on va passer, suivant l'état d'avancement de l'atelier, à une phase de travail de texte. Alors des textes, soit qu'on utilisera de manière ponctuelle pour découvrir la scène, découvrir un petit peu d'improvisation aussi, soit des textes qui serviront pour la préparation d'un spectacle de fin d'année. Voilà le côté rigide de la chose. Alors celui-là, je le prépare, plus ou moins je le module tous les 15 jours, pour pas qu'on se rende compte que c'est une répétition bien calculée et on n'en démord pas. Il faut laisser un petit peu de place à l'improvisation. Et c'est la deuxième phase de l'atelier théâtre que je prépare, c'est leur rappeler à nouveau au cours de l'atelier ce qu'on a fait et on va rebondir là-dessus. Exemple, la semaine dernière, Joël ou je ne sais qui d'autre a travaillé ce texte-là. Je lui rappelle ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, par exemple. Voilà. Donc il faut un côté souplesse aussi dans cet atelier qui nous permettent de travailler sur les bases qui ont été acquises la dernière fois. Voilà. Où est-ce que tu vas puiser justement tes ressources pour ta préparation, pour trouver tes exercices, pour trouver les textes, où est-ce que tu vas puiser pour nourrir ton cours ? Oui, il faut savoir que au fur et à mesure des années, j'ai accumulé de la littérature sur le sujet, c'est sûr, des incontournables, et également au cours de mes années de travail en entreprise, j'ai aussi de la documentation sur la communication, sur l'utilisation de son cerveau, sur les attitudes physiques, pourquoi on répond de telle façon, etc. Donc j'ai pas mal de documentation à ma disposition et j'ai aussi mon expérience personnelle. Voilà. Oui, donc en fait tu combines les deux. En fait, tu combines ton expérience passée de formateur et ton expérience d'acteur, c'est ça ? Oui, voilà, parce que lorsque j'étais formateur, j'avais aussi, c'est un peu le même processus. Comme j'étais formateur, j'avais cette obligation de préparer mes formations. Et donc, je les préparais à la fois sur le plan du fond technique, mais en même temps, je me souviens d'ailleurs d'une
d'une formule que j'appréciais beaucoup de mon manager, qui disait vous êtes formateur ou formatrice, c'est une chose, mais avant tout vous êtes des pédagogues. Oui. Et la pédagogie, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, et en même temps, même dans les ateliers théâtre. Quand je dis même surtout dans les ateliers théâtre. Parce que là aussi, quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que il faut aussi bien connaître les personnes qu'on a en face de soi. Oui. Et là, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est sûr. On peut se heurter à des sensibilités différentes, c'est évident. J'enfonce une porte ouverte. Hein. Et en même temps, faire le raisonnement inverse, c'est-à-dire attention à soi, faire attention à soi en tant qu'animateur, parce qu'on a aussi une sensibilité qui peut être heurtée dans l'autre sens. Voilà. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, du coup, ça m'amène à te poser une question un peu particulière. Est-ce que tu te sens légitime dans ton rôle de professeur de théâtre? Parce que ça, c'est très important de se sentir à sa place, légitime, par rapport à un groupe d'élèves qui, eux, viennent chercher un savoir, une technique, un loisir aussi, mais pas un loisir inutile, puisque quand même, on passe du temps dans cet atelier. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ce rôle-là? Ah ben, là, tu mets l'accent sur un mot extrêmement important, la légitimité. La légitimité, c'est quoi? C'est de se dire, est-ce que un jour, j'ai pris la décision d'animer un atelier théâtre. Est-ce que j'en ai la légitimité? C'est-à-dire, est-ce que je me sens capable? Est-ce que j'en ai le droit de le faire? Est-ce que je suis pas en train de faire de l'esbrouf, en train d'embarquer des gens qui viennent en face de moi et qui me fassent confiance? Et une fois qu'on a dépassé cette question, qu'on y a répondu avec sincérité, et qu'on y va, on ne recule plus. C'est-à-dire que là, ils vont te faire confiance. Et la légitimité est là, c'est-à-dire qu'on a en même temps suffisamment d'atouts dans son jeu, suffisamment d'éléments pour pouvoir emmener un groupe avec sans qu'il y ait de dégâts, hein, si je puis dire. Oui. Voilà. Oui. La légitimité, alors il y a il y a aussi une autre façon de voir les choses en termes de légitimité. C'est que quand on est formateur ou quand on est animateur ou professeur de théâtre, c'est qu'on doit garder aussi une certaine distance vis-à-vis de ses participants. On peut entrer dans leur jeu théâtral, mais il ne faut pas non plus entrer dans leur jeu. En revanche, il ne faut pas entrer dans leur jeu personnel. Oui. De petits soucis personnels ou de... Il faut savoir jouer d'une légère empathie, mais pas trop. Hein. Voilà. Oui, il faut garder ce qu'on disait à l'époque, hein, quand j'étais formateur, c'était il faut garder l'obligation de la rampe. Voilà. Il ne faut pas dépasser là et aller vers. Voilà. On peut y laisser des plis. Voilà. Oui, parce que parfois, on le sait bien, il y a un peu cette confusion entre théâtre loisir et théâtre thérapeutique. Tu n'es pas psychologue. On est d'accord. Tu es professeur. Oui, certains peuvent arriver avec cette idée-là. Je viens là pour régler mes problèmes et là, il faut mettre les choses au point très rapide. Parce que ça peut mal tourner. Enfin, quand je dis mal tourner avec nuance, ça peut mal tourner. Ça peut être désagréable pour tout le monde, effectivement. Est-ce que tu te donnes des objectifs pour ces cours de théâtre? Alors, il y a des objectifs. Il y a d'abord un objectif principal. Un objectif principal, c'est marrant parce que ça rappelle toujours. Je suis désolé de reparler encore de mes années de formateur, mais il y a un tel rapport entre cette notion d'objectif que tu m'évoques et des objectifs que j'évoquais en formation, que je ne peux pas m'empêcher de les citer. Quand on était en formation, on avait l'objectif principal de la formation. Et pour arriver à cet objectif principal, il fallait passer par des objectifs intermédiaires. Si je prends l'objectif principal de l'atelier théâtre, c'est celui que l'on met en place dès le début, assez rapidement, parce que on n'a pas beaucoup de séances, c'est celui de dire on monte un spectacle. Ce qui veut dire que très rapidement, il va falloir se mettre dans le bain de répétition, d'apprentissage des textes par cœur, etc.
Et ça c'est l'objectif principal. Les objectifs intermédiaires, ça va être lesquels? Ça va être de dire, il faut que je garde de la main un des objectifs intermédiaires, ce sera de garder la main sur chacun de mes stagiaires, c'est-à-dire de le conduire d'un endroit A à un endroit B, de façon à ce qu'ils se sentent épaulés, soutenus, et surtout séduits par la démarche. Parce que lui, au départ, était séduit par l'inscription à l'atelier. Il faut qu'il se sente séduit par la suite. Je suppose que les objectifs secondaires vont découler aussi beaucoup des participants, de leurs difficultés, de leurs demandes peut-être aussi particulières. Chaque groupe est différent. Oui, alors oui, les autres objectifs en fait reviennent à ce que je te disais tout à l'heure. Quand on prépare un atelier pour la semaine suivante ou la quinzaine suivante, on va dire, il y a un objectif de toute façon qui ne doit pas être systématiquement le même pour pas tomber dans une routine. Il faut qu'il y ait de la surprise. Est-ce que tu as un souvenir particulier à nous partager? Un souvenir particulier, par exemple, d'un spectacle d'élèves qui t'a plus touché que les autres, et pour quelle raison? Alors, il faut dire qu'ils ont tous été marquants, de toute façon. Quel que soit le niveau auquel ils étaient arrivés. C'était tous des débutants. Je voudrais insister là-dessus d'abord. C'était tous des débutants et ils ont réussi. Et ça, j'insiste là-dessus. Ils ont réussi leur parcours. Ils ont réussi leur parcours dans la mesure en même temps où je me souviens du jour où ils étaient en coulisses et qu'ils étaient au dernier degré du trac. Je les entendais murmurer, je les entendais se soutenir les uns les autres. Et moi-même, je me disais de l'autre côté, aux manettes, on y est arrivé. Ouais. Et que ce soit nos premiers spectacles qui avaient lieu dans notre petite salle, après on est passé dans un vrai théâtre, dans l'espace Vasari également, quel que soit le lieu, il y a toujours ce sentiment de réussite et d'être arrivé à quelque chose. J'ai envie de dire qu'on voit les gens se transformer le jour du spectacle. Ils se sont transformés tout au long de l'année, et le jour du spectacle, ils n'attendent que ça. Et là, c'est la totale. Ils se lancent complètement. Dans la première minute où ils sont sur scène, ça y est, ils sont arrivés au bout de leur chemin. Ils en sont ravis. Et moi de même, évidemment. En fait, est-ce qu'on peut dire que ces cours de théâtre, c'est à la fois une aventure humaine, puisque c'est aussi une histoire de rencontre, il y a aussi des amitiés qui peuvent naître entre les élèves, donc une aventure humaine et aussi une aventure personnelle, voire intime? Alors, au niveau de mes participants, c'est absolument certain. Je vais utiliser une formule un peu pompeuse, mais ça fait rien. Je pense qu'ils ont chacun, je leur redirai d'ailleurs, parce que je l'aime bien cette formule, faire du théâtre, oser, voilà. Oser monter sur scène, oser se mettre devant un public, là voilà la formule pompeuse, c'est avoir un rendez-vous avec soi-même, en fait. Voilà. Ouais. Avoir un rendez-vous avec soi-même, ça veut dire qu'à un moment donné, je leur dirai, vous allez avoir cette chance formidable de pouvoir faire passer une émotion. Jusqu'à un moment où le spectateur qui sera là le jour du spectacle, oui, le spectateur le jour du spectacle, voilà, eh bien, ne vous verra plus vous, mais il verra le personnage que vous allez incarner. Et donc, en même temps, une aventure humaine, parce que c'est un groupe aussi que j'ai mené du début jusqu'à la fin. Voilà. En tout cas, c'est très important, justement, de les amener jusqu'au moment du spectacle, jusqu'à ce moment où ils sont sur scène, parce que du coup, c'est un peu ce qui fait, à ce moment-là, le point commun entre toi et eux, théâtralement parlant, je veux dire. C'est-à-dire que le trac, ils le connaissent, tout comme toi avant de rentrer sur scène. Le plaisir d'être sur scène, le crépitement des applaudissements à la fin. Très rapidement, quand l'année arrive, l'année du spectacle arrive,
ils appréhendent un petit peu le côté émotionnel. Ils pensent déjà au choc émotionnel que ça va leur procurer. Je l'ai entendu très souvent, très en amont. Hein. Et alors, il y a aussi une chose à laquelle je pense, et on en avait pas mal discuté. Hein, il est important que les stagiaires viennent me voir ou viennent voir le leader qui a un spectacle dans lequel se produit Ils doivent voir aussi qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. Oui. Ça s'est produit il y a deux ans, hein, quand j'ai présenté un spectacle sur un texte de Victor Hugo. Ils étaient 3 ou 4 à venir me voir. Et à la fin, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, comment tu as fait? Et jamais on va y arriver. Enfin, en gros, c'était ça ce qu'ils me disaient. Mais là, j'ai compris. Ils ont besoin de voir ça. C'est pas d'aller voir le spectacle de quelqu'un d'autre, c'est de voir le spectacle de l'animateur ou de l'animatrice. C'est ça. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est important. Du coup, on revient un petit peu sur la première question. Enfin, une des premières questions, c'est sur la légitimité, quoi. Du coup, ils te font confiance de toute façon parce qu'ils voient bien au fil de l'année la qualité du travail et qu'ils évoluent, etc. Mais le fait de te voir sur scène, c'est presque une preuve, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est la preuve et ils se disent pourquoi pas moi. Oui aussi, hein, c'est vrai. Je crois que à la limite, il faudrait presque avoir un spectacle en cours pour que pendant l'année, ils viennent me voir, c'est vrai. Ils viennent voir, voilà, en se disant mais bon sang, oui, allez, ça leur donne un coup de boost en plus à mon avis. Hein. Oui, tout à fait. C'est clair. Plutôt d'aller dire bon, on va tous au théâtre ensemble, on va aller voir une pièce, comme ça, le coup d'après, on va en discuter. Ça a plus de force, je dirais. Oui. Voilà, on s'est compris. Oui. Alors, on va faire une petite transition. Guy, je te propose d'écouter Joël, qui va nous raconter son expérience de cours côté élève. Et Joël, je crois que c'est une élève, justement, que tu connais. Ah, très très bien, oui, bien sûr, Joël, naturellement. Oui. Tout à fait heureux de l'entendre, oui. Ah, oui. Alors, on l'écoute. C'est tardivement que j'ai poussé la porte d'un atelier théâtre. Je souhaitais pratiquer un loisir qui me permettrait de m'évader, mais aussi d'intégrer un groupe. Et comme j'ai davantage le goût de la littérature que du sport, je me suis orientée vers le théâtre amateur, et ce, malgré une timidité maladive qui me paralysait littéralement. J'ai donc rejoint l'atelier de François Colombo à la MJC de Fresnes. François Colombo est un comédien professionnel qui dirigeait à l'époque une troupe de théâtre en rond, mais qui animait également des cours de théâtre amateur pour adultes. Nous étions une douzaine d'élèves dans son atelier et nous avons d'emblée commencé un travail technique, pose de la voix, diction, gestuelle, équilibre du plateau, bref, rapidement nous avons entamé l'apprentissage d'un rôle puisque le but d'un atelier est de produire devant un public un spectacle qui illustre le travail de l'année. Nous avons donc commencé par quelques petits rôles que chacun d'entre nous choisissait selon ses goûts, et c'est cette toute première étape qui nous a permis de nous lancer sur scène devant un public très très indulgent. Et surtout, en ce qui me concerne, cela m'a donné l'envie de persévérer pour atteindre un travail de qualité. Nous étions quelques-uns à être assidus à l'atelier théâtre depuis plusieurs années lorsque François Colombo nous proposa de constituer une petite troupe afin de produire un spectacle encore plus abouti. L'idée a soulevé notre enthousiasme et nous avons créé une association que nous avons baptisée Les Trois Coups avec le projet de monter Le Dindon de Feydeau, une pièce très ambitieuse pour notre niveau d'amateur, mais que nous avons travaillé pendant 2 ans. Ce que je retiens de ces 2 années de travail, c'est surtout l'investissement du groupe pour mener à bien ce projet qui nous tenait tant à cœur. C'est aussi la créativité développée par notre professeur dans la mise en scène, sa disponibilité, l'énergie qu'il impulsait au groupe, ses encouragements, sa bienveillance.
C'est aussi l'engagement de chacun dans l'apprentissage du texte, l'assiduité aux répétitions, la création des décors et des costumes. Bref, nous avions tous l'esprit tourné vers une échéance, celle de nous produire sur scène, dans un vrai théâtre, devant un vrai public. Et c'est cette expérience qui aura été pour moi la plus marquante, car j'ai compris là ce que signifiait être porté par le public. Alors qu'à la veille du spectacle, nous étions tous morts de peur, que je rêvais, moi, depuis plusieurs nuits, que je ne connaissais pas mon texte, que je n'arriverais jamais à mettre un pied sur le plateau. Eh bien, il aura fallu que les 3 coups retentissent pour que je lance mes premières répliques derrière le rideau et pénètre en trombe sur la scène comme nous l'avions répété. Et là, plus un seul signe de frayeur, une concentration maximale. Je ne vois pas le public, j'écoute les répliques de mes partenaires, je réagis. Je n'oublie pas une seule ligne de mon texte, un seul de mes déplacements dans le décor. Les répliques sont drôles, j'entends le public rire et j'ai l'impression d'avoir des ailes, de ne plus être moi, de n'être que le personnage que j'incarne. Quelle joie, lorsque le rideau tombe, d'entendre les applaudissements. La lumière s'allume et je vois alors seulement les visages souriants et bienveillants. De retour en coulisses, nous nous félicitons. Nous avons le sentiment d'avoir accompli un exploit, même si nous mesurons que notre prestation ne peut se comparer à celle de comédiens professionnels. Mais nous aurons donné le meilleur de nous-mêmes. Alors Guy, on vient de parler de ton rôle de professeur de théâtre, d'animateur, comme tu aimes dire. Est-ce qu'il est important de continuer à préparer, à travailler sur des spectacles? C'est plus qu'important, c'est absolument indispensable. C'est absolument indispensable parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et quand on parlait de légitimité tout à l'heure, la légitimité, elle se travaille tout au long des années, pour soi. Et donc, il faut parfois, même très souvent, faire appel à d'autres qui viennent travailler avec moi, travailler avec soi, et pour avoir un regard extérieur. Parce qu'il m'est arrivé parfois de préparer des spectacles, des monologues où j'étais en circuit fermé, je travaillais pour moi tout seul, et on aurait tendance à se regarder dans un miroir en disant qu'est-ce que je suis bien, et voilà, ça va bien passer, etc. Donc c'est important de continuer à ne pas être que prof de théâtre, mais à continuer à être comédien. Oui, parce que je pense qu'on serait à court d'idées, à court de créativité, pour me répéter encore, à court de légitimité, je suis sûr. Ou alors je suis un escroc. Ça, non. Voilà. Du coup, ce que tu n'es pas. Oui, certes, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas ça l'objectif. Hein. En fait, je vais élargir encore plus le débat. Si on aime le théâtre, c'est parce qu'on aime l'art avec un A majuscule en général, et que on ne peut pas jouer dans le sens général du terme. Avec ça, l'art suppose des obligations, suppose du travail en permanence. Voilà. Le théâtre est un art, et ça, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message également à mes participants. C'est pas parce qu'ils viennent le dimanche pour se détendre que le théâtre ne reste pas un art. Qu'ils mettent le pied dans quelque chose qui vient toucher à leur fibre intérieure. Alors écoute, dans quelques instants, nous allons ouvrir une autre porte des coulisses, celle sur une artiste qui s'appelle Constance Rakowski. Très bien. Moi, c'est Constance, j'ai 30 ans et je suis psychologue, comédienne professionnelle et en devenir d'être coach en développement personnel et coach en jeu d'acteur. Je viens du Nord à l'origine et je suis arrivée à Paris en 2017 pour faire une formation de comédienne professionnelle au Studio Muller. Est-ce que tu pratiques ou est-ce que tu as pratiqué d'autres disciplines artistiques ? Alors, j'ai toujours été une artiste amatrice depuis l'âge de 6 ans, en fait, un petit peu grâce à ma maman qui déjà était un petit peu dans l'art amateur. J'ai fait du chant et donc ma première scène en théâtre municipal dans ma petite ville.
Et puis après, de la danse pendant très longtemps. Et après, quand j'ai commencé à être en fac, j'ai été très investie dans le milieu culturel à Amiens. J'ai participé à un atelier théâtre du Crous pendant 5 ans. Et puis en parallèle, pendant 3 ans, 2-3 ans, à un atelier de danse aussi. Et grâce à l'atelier théâtre, j'ai pu approcher le festival d'Avignon de près. Et puis, donc ça me permettait de faire un bon parallèle avec mes études de psychologie qui parfois étaient un petit peu éprouvantes. Et en fait, c'est grâce à cet atelier théâtre que ça m'a menée après vers le professionnel. Oui, alors justement, comment s'est effectuée cette bascule vers le théâtre professionnel ? La bascule amateur-pro, ça s'est fait... Déjà, ça commençait à naître pendant mes années lycée, où je faisais beaucoup de théâtre parce que c'était mon option majeure de bac littéraire. J'en parlais déjà à ma prof de théâtre que je voulais peut-être faire à l'époque conservatoire, je savais pas trop. Mais bon, c'est elle qui m'avait dit aussi suivez le conseil de vos parents, faites un diplôme avant. Mais rien ne vous empêche à côté de continuer le théâtre si ça vous plaît. Et puis donc, je dirais c'est vraiment mes professeurs, les metteurs en scène des compagnies qui me dirigeaient à l'atelier théâtre d'Amiens, qui ont vite vu que ils ont dit ton niveau il monte vite, et donc du coup par rapport aux autres ça stagne vite pour toi. Après j'avais quand même ce plaisir de la scène et puis de l'ambiance là-bas, mais c'est eux qui m'ont poussé à aller plus loin sur Paris par la suite. Voilà. Oui, donc Constance, tu nous disais que tu as fait des études de psychologie. Est-ce que tu as exercé en tant que psychologue ? Enfin, j'étais en exercice de par mes stages, mais après, ça a été quand même à Lille, mais un peu contre mon gré parce que mes parents ne voulaient toujours pas au début que je fasse de formation comédienne. Donc, ils avaient dit, tu trouves du travail après ton diplôme. Donc, j'ai fait quand même une expérience de 1 mois à peu près. Mais ça m'a permis quand même en 1 mois de voir que le principal, c'est la relation avec les gens. Et il y avait vraiment quelque chose. Ce qui pêchait juste, c'est que je suis une littéraire dans l'âme et que du coup, les tests scientifiques que je devais faire passer, c'était un peu des facteurs d'angoisse pour moi. Et puis, je me rendais compte que c'est pas de cette façon-là que je voulais faire de la psycho. Je voulais faire ça de manière un petit peu plus originale. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Et donc du coup, entre la psychologie et le théâtre, l'art, tu as choisi l'art. Ça a été une évidence entre la psychologie et l'art. D'abord l'art, parce que j'étais une petite fille assez solitaire et dans sa bulle. Et quand, en parallèle, en plus de la danse, du chant, plus tard du théâtre, je dessinais aussi, j'écrivais beaucoup des poèmes pour moi toute seule. Je faisais aussi des petits spectacles pour ma famille, tout ça. Et en fait, l'art, ça me permettait d'assumer mes maladies génétiques qui, dans la vie quotidienne, c'est plus difficile. Donc, ça m'a permis d'avoir une certaine place, on va dire, dans la société. Et la psychologie aussi, parce que comme j'avais vécu pas mal de choses, les gens avaient confiance et se rendaient compte qu'ils pouvaient avoir un lien sincère dans les confidences. Et après, du coup, j'ai senti très vite que les deux, ça allait être mes 2 voies dans ma vie, sur mon chemin de vie, je pense. Tout à l'heure, dans mon échange avec Guy, nous avons parlé de théâtre thérapeutique, en disant que justement le professeur n'était pas un psychologue. Or toi, tu as une formation de psychologue, tu as un petit peu exercé et tu es comédienne. Quelle relation tu fais entre psychologie et théâtre ? Alors déjà, j'ai remarqué surtout, c'est avec mes études récentes de comédienne au Studio Muller en particulier, que ça faisait un parallèle avec mon diplôme de psychologue. J'aurais jamais cru ça, mais en fait, mon directeur était très ouvert et nous a fait une formation assez axée sophrologie, bien-être un peu au quotidien, parce que ce qu'on apprenait en formation de théâtre, je me rendais compte que ça servait dans la vie aussi. Et puis il s'intéressait beaucoup à des termes de psychologie. Et je me rendais compte que c'était tous des termes et des notions que j'étudiais en Master 2 de psychologie, donc quand je préparais mon diplôme, et que c'était vraiment plus ma discipline, c'est-à-dire que c'était pas le versant Freud forcément, c'était plus la neuropsychologie avec
la perception du spectateur, donc comment on manipule son cerveau, comment le cerveau du spectateur est différent à celui du comédien. Voilà, il y a une différence entre ça. Et puis aussi, c'était vivre l'instant présent, aller faire sa réplique à fond jusqu'au bout. Donc moi j'ai trouvé l'essentiel. J'étais même très surprise, en même temps très contente, parce que j'ai trouvé que d'une certaine manière, ça faisait un parallèle passionnant entre mon diplôme que j'assurais à la base pour au cas où si l'art ne marchait pas, mais en fin de compte, l'art et la psychologie ont été très très proches et restent toujours proches du coup maintenant dans ma façon d'être. Constance, si tu devais te décrire en tant que comédienne, comment te décrirais-tu? Quel type de comédienne es-tu? Comme j'ai eu en deuxième année de théâtre qui rappelle le rôle de Split, le changement de personnalité, j'aime beaucoup. Puis en plus, ça rappelle ma passion pour la psychologie, où c'est vraiment un trouble qui existe dans la vraie vie et je trouve ça fascinant. Après, on m'a dit que j'avais plus une personnalité à incarner bizarrement des personnes très dures, alors que dans la vraie vie, je suis quelqu'un doux et tout ça, mais on m'a fait on faisait des exercices à l'école où en nous voyant quel personnage nous va le mieux, et donc c'est tous les personnages tout l'inverse de moi, dur, un peu malsain, ou changement de personnalité. J'avoue que je suis à l'aise là-dedans et j'aime beaucoup parce que ça demande en plus une recherche de travail intéressante, et donc voilà, tous ces rôles-là. Alors dans tout parcours artistique, il y a des personnes importantes, des personnes qui aident, qui guident, qui soutiennent. Quelles sont les tiennes, Constance ? Alors dans mon parcours artistique, il y a eu beaucoup de personnes importantes. Récemment, je vais citer Jocelyn Muller, mon directeur et professeur de théâtre au Studio Muller, qui m'a ouvert les portes de son école avec une bienveillance incroyable, une adaptation. Je lui remercie de m'avoir laissé ma chance dans son école. Surtout que j'étais venue passer une audition avec beaucoup d'appréhension, j'étais en béquille et j'avais peur de ne pas être prise à cause de cela. Et en fait, ça n'a pas du tout été un frein. Et il m'a beaucoup apporté dans ma formation de comédienne, mais également personnelle. Donc je remercie profondément de m'avoir laissé ma chance sur Paris de cette façon-là. Toujours au Studio Muller, il y a eu 2 autres personnes. Tout d'abord Aurélien Rocher, qui a été mon professeur de théâtre en première année au Studio Muller. Lui aussi m'a apporté beaucoup d'astuces, de conseils, à la fois pour ma vie professionnelle, mais également personnelle. Je retiendrai une phrase qui nous a enseigné et qui me sert tous les jours. Quand des fois on se met la barre trop haut, c'est moins mais mieux. Faire moins mais mieux. Voilà. Donc je remercie profondément pour tous ces conseils, pour son humour aussi qui rendait les cours très agréables. C'était un plaisir d'aller en cours parce qu'il y avait toujours une bonne ambiance. Pour terminer avec le Studio Muller, Jean-Philippe Braillet, qui a été mon metteur en scène en deuxième année de théâtre, qui m'a permis de faire mon premier spectacle professionnel en tant que comédienne. Il y a eu un lien particulier qui s'est créé parce que je me suis beaucoup investie. En plus, c'était un spectacle musical autour des Rolling Stones. Et donc, c'était très, très sympa. Ça m'a permis d'avoir mes premiers retours du public en tant que comédienne professionnelle, même si j'étais qu'à la moitié de ma formation de théâtre à ce moment-là. Et ça a été très encourageant pour moi. Ça m'a beaucoup porté pour la suite. Donc, je remercie ces 3 personnes pour leur bienveillance, pour la confiance qu'ils m'ont donnée. Et aujourd'hui, on a toujours des liens bienveillants dès qu'il m'arrive, dès que j'ai une belle opportunité dans mon parcours artistique, je leur en fais part et il y a toujours du soutien de leur part. Donc ça fait très plaisir. Alors en préparant cette interview, on a parlé un petit peu toutes les deux de ton intérêt pour le coaching d'acteurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça t'est venu? Coaching d'acteur, c'est venu déjà parce que mon professeur de première année au Studio Muller proposait ça, et je trouvais que c'était différent de professeur de théâtre en atelier,
parce qu'on peut rester dans le professionnel et aider des acteurs qui en ont besoin. Parce que d'ailleurs, c'est même Juliette Binoche qui un coup a dit en interview, c'est pas parce que je suis comédienne professionnelle que j'ai pas besoin de coach pour m'entraîner. Et au fil du temps, mon directeur s'est rendu compte aussi que la transmission, j'aimais beaucoup partager, j'aimais beaucoup aider ceux qui avaient des difficultés. Et puis avec mon expérience, c'était très enrichissant pour moi d'aider. Et puis aussi, j'ai toujours été plus fascinée, que ce soit pour la danse, le théâtre, par le processus plutôt que le résultat final. J'adore les répétitions générales quand il n'y a pas le public, voir qu'on peut encore affiner des choses. Et donc là, le déclic récent qui me pousse à faire ça davantage, c'est grâce à Guy, que vous connaissez. Il m'a demandé de l'aide. Alors au début, moi, je me sentais pas légitime. J'ai dit, oui, mais t'as plus peut-être d'expérience que moi. Moi, je suis diplômée depuis pas très longtemps. Et il m'a fait confiance et on a fait une superbe séance de travail où, grâce à ma formation, je me suis rendu compte que je l'ai aidé dans beaucoup de points. Donc ça a fait un déclic à la fois pour lui parce qu'il m'a dit, oh, tu m'as débloqué de certaines choses. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai vu que ça a opéré des beaux changements pour lui, pour les spectacles à venir. Et c'est là où je remercie mon directeur de théâtre parce que c'est lui qui nous a appris à nous former à l'analyse. Et j'avoue que j'aimerais plutôt maintenant me tourner vers ça, ou le professorat, même dans des ateliers comme le vôtre ou autres, vraiment pour aider les autres qui ont envie, parce que j'ai envie de partager ma passion avec ceux qui ont envie, tout comme moi, de faire du théâtre. Donc voilà. Voilà, donc Constance vient d'évoquer son travail de coaching et justement, comme elle vient de l'évoquer, vous avez travaillé un petit peu tous les deux sur un des spectacles sur lequel tu travailles actuellement. Oui. Alors Constance, m'a coaché un petit peu là-dessus. J'ai fait appel à elle pour dans le cadre de mes répétitions sur les fables de La Fontaine. Mm-hmm. Ça faisait je vais pas dire des mois, mais si quand même des mois que je travaillais sur mes fables. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faudrait peut-être avoir un regard extérieur sur ce qui se passe là. Parce que j'ai l'impression de tourner en rond. Et donc elle est venue, on s'est rencontrés tout un après-midi de travail tout à fait prometteur, parce que d'emblée, dans les minutes qui ont suivi, elle a modifié quelque peu certaines attitudes, certaines façons de me déplacer, parler, d'utiliser tel ou tel accessoire. C'était absolument essentiel. Il est essentiel aussi d'avoir des personnes autour de soi à qui on peut faire appel dans la préparation d'un spectacle. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode que j'ai donc un peu co-animé avec toi, Guy. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire pour conclure cet épisode axé sur les cours de théâtre, côté prof, côté élève, élève devenu pro? Oui, écoute, d'abord je te remercie ça m'a permis de bien voir un peu les deux côtés prof, côté animateur, côté élève. Bon, c'est une expérience que je vis, qui continuera à vivre, enfin, j'espère encore longtemps. Et si quelqu'un un jour a envie de se lancer dans l'animation, je le conseillerais, parce que c'est vraiment aussi une aventure personnelle en tant qu'animateur. Voilà. Oui, chouette. Ok. Et bien voilà, là maintenant c'est vraiment terminé. Je vous propose de nous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager sur nos réseaux sociaux. Cela nous aidera à grandir. À bientôt.